Hyper rémunération et méga transfert, voilà ce qui rythme l'univers du football depuis 2 saisons et 1 mois et demi après la Coupe du Monde de football. On va essayer de mieux comprendre ce marché très florissant au vu du nombre de zéros qui circulent avec Bastien Dreux, économiste. Il signe Mercato, l'économie du football au 21e siècle aux éditions Bréal. Bastien Dreux, bonsoir. Bonsoir. C'est une impression où le marché des transferts a été plus calme cette année malgré la Coupe du Monde? Alors je dirais que c'est une impression, parce que justement il y a eu la Coupe du Monde qui s'est terminée le 15 juillet, donc ce qui a un petit peu rogné sur le mercato d'été. Il y a aussi eu le mercato anglais qui s'est terminé plus tôt que les années précédentes, donc la période pendant laquelle le mercato était actif a été beaucoup plus court que d'habitude, ce qui a donc laissé moins de place à des méga transferts. Parce que quand on a des méga transferts du type de Neymar l'année dernière, vous avez un joueur très très cher qui quitte un club, mais le club qui l'achète, donc c'était le FC Barcelone l'année dernière, a utilisé cet argent pour acheter Ousmane Dembélé. Donc voilà, il n'y a pas pu y avoir ce jeu de chaises musicales dans le foot européen pendant cet été. Mais ça aura certainement lieu lors de l'hiver qui arrive ou lors de l'été prochain. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de records qui ont été battus. Moi, je pense que... Comme quoi, par exemple? Il y a Cristiano Ronaldo, c'est le premier trentenaire au-dessus de 100 millions d'euros. Jusqu'à maintenant... Du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu parce qu'auparavant, les joueurs à plus de 100 millions d'euros avaient tous moins de 25 ans. C'était des joueurs qu'on pouvait penser pouvoir revendre par la suite. Donc, c'est des joueurs relativement jeunes. Donc là, Ronaldo, au-dessus de 100 millions à 33, 34 ans, c'est du jamais vu. Ensuite, il y a un joueur du Real Madrid qui a été recruté, qui s'appelle Vinicius Junior. Donc, il avait été acheté il y a 1 an déjà, alors qu'il n'avait que 17 ans, pour 40 millions d'euros, ce qui en fait l'adolescent le plus cher de l'histoire. Et en plus de ça, vous avez aussi le record du gardien le plus cher de l'histoire, qui a été battu 2 fois cet été, avec Alisson Becker qui a été acheté par le Liverpool, et puis Kepa qui a été acheté par Chelsea. Plus un gros transfert avec Thibaut Courtois, donc ça fait 3 méga transferts pour des gardiens, c'était quasiment du jamais vu. Et après... Ce que je pense aussi, c'est qu'on se focalise sur les records, les joueurs à 100, il y avait eu Neymar à 222. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le nombre de joueurs transférés pour plus de 20 millions d'euros, le record de l'année dernière a été battu. Cette année, il y a eu 60 joueurs, alors que le mercato n'est pas terminé. Et du coup, ça veut dire que la bulle spéculative n'a pas du tout explosé, comme le disent certains commentateurs, excepté vous, peut-être. Voilà, donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de bulle spéculative. Donc ce que disent pas mal de gens, c'est que les clubs dépensent de plus en plus dans les transferts, dans les salaires, et qu'ils ne pourront pas se le permettre ad vitam aeternam, et qu'un jour, les clubs feront faillite ou des choses de ce genre. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. En fait, quand on se focalise dans les médias, dans la presse, etc., sur les dépenses des clubs, oui, effectivement, les salaires ont augmenté, les indemnités de transfert ont augmenté. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les recettes des clubs ont explosé. Il y a la Juventus qui a recruté Ronaldo pour plus de 100 millions. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les 5 dernières années, le budget... Donc les recettes de la Juventus ont été multipliées par 2. Donc les recettes, c'est les droits TV, la billetterie, le sponsoring également? La billetterie un peu moins. Les 2 grandes sources de revenus, donc il y a évidemment la billetterie, mais c'est un peu secondaire. Il y a surtout les droits télé et puis le sponsoring. Donc on parle tout le temps du sponsoring, des droits télé. C'est vrai qu'ils sont vraiment très très importants, et que ça continue à augmenter. En France, on est à plus d'1 milliard par saison maintenant. En première ligue, on a des sommes qui sont monumentales. Mais ça ne vaut pas le sponsoring. Mais le poste qui a le plus augmenté ces dernières années pour les gros clubs, là je précise bien pour les gros clubs, c'est le sponsoring. Oui. Il y a quelque chose qui vraiment s'est passé ces dernières années, c'est que les clubs ont réussi à monnayer le poids qu'ils avaient sur les réseaux sociaux. Parce qu'un club comme le Paris Saint-Germain, c'est 45 millions de followers sur Facebook. Et après, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a tous ces trucs-là. Et le fait de peser aussi lourd sur les réseaux sociaux, ça a permis aux grands clubs européens d'attirer des annonceurs qui sont maintenant des multinationales et d'avoir des sponsors maillots, par exemple, à 50, 60 millions d'euros par saison. Alors qu'avant, c'était du 20 millions. Est-ce qu'il y a une vraie corrélation donc, entre ce football professionnel et l'économie mondiale? Alors, c'était beaucoup moins le cas il y a 10 ans.
Je pense que le foot professionnel et l'économie mondiale sont de plus en plus interconnectés, notamment parce que je viens de dire, par le fait que les grands clubs européens sont sponsorisés par des multinationales. Donc imaginons qu'on ait une récession mondiale, les multinationales vont souffrir, donc peut-être que les postes marketing, publicité vont peut-être un peu baisser, et ça va peut-être pénaliser les clubs européens. Ensuite, il y a aussi la géopolitique mondiale qui est beaucoup plus importante pour le foot européen aujourd'hui. Parce qu'on voit bien, il y a des investisseurs étrangers qui sont présents, du Moyen-Orient, de Chine. Et quel est leur intérêt, la Chine par exemple? Quel est l'intérêt de la Chine d'investir dans les grands clubs européens? Alors en fait, l'intérêt des propriétaires de clubs, il est très très divers. On trouve un peu de tout. Si on prend le cas de la Chine, et je pense que sur les 2-3 dernières années, c'est vraiment la Chine qui est le plus important. La Chine a dépensé, entre 2015 et 2017, les investisseurs chinois ont dépensé pour 2,5 milliards d'euros pour acheter des clubs européens. Ils en ont acheté une trentaine. En fait, l'idée derrière, c'est que c'est une sorte de politique d'État où la Chine essaie d'augmenter son soft power, essaie de devenir de plus en plus influente, pas par, directement par de l'économie, ou par de la diplomatie, mais elle essaie d'être plus importante dans le monde. Et l'un des objectifs, c'est d'organiser la Coupe du Monde en 2030, c'est de gagner la Coupe du Monde en 2050. Il y a des objectifs de plusieurs dizaines de millions d'enfants qui doivent aller dans les écoles de foot. Et donc, il y a des objectifs très chiffrés de la part du gouvernement chinois. Et là, l'objectif, c'est tout simplement de se doter d'une crédibilité dans le football et d'essayer d'attirer du savoir-faire dans leur club à eux pour pouvoir devenir forts au niveau national par la suite. Et j'imagine que l'intérêt n'est pas du tout le même pour le Qatar ou les Émirats arabes unis. C'est complètement différent. En fait, le Qatar, lui, il y a aussi des questions de soft power, etc. Mais le Qatar, c'est un État qui est tout petit, qui a assez vite compris que la manne du gaz naturel ne serait pas éternelle. Le pétrole. Pour eux, c'est surtout, il y a le pétrole, mais c'est surtout le gaz naturel qui est très très important. Et ils ont compris que ça ne durerait pas une centaine d'années. Donc ils essayent un petit peu de diversifier leur économie, ce qui n'est pas forcément facile à décréter. Et notamment, ils essayent d'investir dans le tourisme et le tourisme sportif. Donc là, il y a des Masters de tennis, il y a des courses de Formule 1, il y avait la Coupe du Monde de handball qui avait été organisée au Qatar. Il y aura donc évidemment la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour le foot. Et là, donc, ils essaient encore une fois de se doter d'une crédibilité. Et c'est pour ça, notamment, qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain. C'est pour montrer que le Qatar s'y connaît en football et possède un club, parce que c'est un État qui possède un club, indirectement, c'est ça. Mais avec du recul, ça fait quelques années maintenant que le Qatar a acheté le PSG. Est-ce que ça a permis de redorer son image? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, l'objectif de départ... Ils avaient écrit ça sur leur site internet, donc le Qatar Sport Investment. Ils avaient écrit que l'objectif, c'était que le monde puisse situer le Qatar sur la carte du monde. Et parce que le Qatar, c'était un pays dont on parlait absolument pas il y a 10 ans. Eh bien, c'est fait. Et maintenant, tout le monde connaît le Qatar. Et je pense que déjà, d'un point de vue de la notoriété de l'État, de la publicité d'État, il y a quelque chose qui est un pari qui est déjà gagné. Tout le monde connaît le Qatar en Europe et maintenant dans le monde. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été gagné de ce point de vue. Est-ce qu'il y a des pays qui investissent finalement juste pour le profit? Alors, ce n'est pas des pays, c'est... des privés. C'est des investisseurs privés, des milliardaires qui commencent à parler du fait qu'ils veulent acheter des clubs pour gagner de l'argent. Et c'est ça un petit peu ce qui s'est passé, c'est ça qui est de nouveau dans le foot professionnel, c'est qu'auparavant, les clubs étaient toujours déficitaires, ils perdaient toujours de l'argent, donc le propriétaire, tous les ans, il remettait de l'argent. Soit il y avait de la dette, soit le propriétaire remettait de l'argent dans le club. Maintenant, il y a des propriétaires qui arrivent pour pouvoir gagner de l'argent avec le foot et ne plus en perdre. Et c'est ce qu'on peut voir avec la personne Ousmanov qui a vendu 30% du club d'Arsenal donc pour quasiment 2 milliards d'euros il y a 2 semaines. Ce qu'il a dit, c'est que lui, son pari dès le début, c'était de gagner de l'argent avec Arsenal. Donc il a gagné beaucoup d'argent en vendant ces 30% d'Arsenal. Et que maintenant, il veut racheter un autre club en Europe
il étudie les dossiers, ça peut être n'importe quel club, enfin ça peut être un certain nombre de clubs, et il achètera le club qui aura le plus de potentiel pour gagner de l'argent. Et c'est le genre de choses qui n'existaient pas auparavant. Alors, vous consacrez également dans votre livre un chapitre au cancer de l'évasion fiscale dans le milieu du football, révélé notamment par les Football Leaks. Je pense par exemple à Messi, à Ronaldo, mais pas seulement. Vous pensez que la fraude fiscale est mieux contrôlée aujourd'hui ? Non, je pense pas, non. Oui, on n'y est pas encore. Hein. En revanche, je pense que les grands joueurs, tels que Messi, Ronaldo, il y a toute une flopée de joueurs qui ont joué en Espagne, qui se sont fait prendre, qui ont été condamnés. Je pense qu'ils vont y faire plus attention aujourd'hui parce que les scandales du type Football Leaks peuvent arriver demain et ça peut redéclencher des scandales et de nouvelles enquêtes parce qu'en fait les Football Leaks ont aussi déclenché des enquêtes de la part de la justice espagnole et même française. Il y a eu des enquêtes en France qui ont été réalisées pour ça. Je pense que donc les grands joueurs font un peu plus attention à comment ils investissent, comment ils placent l'argent des droits d'image notamment. Vous évoquez également la montée des nationalismes en Europe. Vous le voyez comme un risque. Vous évoquez le cas du Brexit ou de la Catalogne, par exemple. En quoi le football européen est-il dépendant de ces évolutions politiques ? Là, aujourd'hui, le plus grand championnat européen, je ne parle pas forcément en termes de réussite sportive en Ligue des Champions, mais en tout cas en termes de puissance économique, c'est la Première Ligue, c'est le championnat anglais. Il se trouve que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. On ne connaît pas du tout les accords commerciaux, les accords d'immigration qu'il y aura entre le Royaume-Uni et puis les 27 autres pays européens. Ça peut mener éventuellement à une très forte dépréciation de la livre sterling, ça on ne le sait pas, puisqu'on ne sait pas donc l'accord commercial qu'il y aura donc dans le futur. Et ça peut avoir des effets très disruptifs finalement sur le foot européen, avec peut-être des contrats publicitaires qui vont être bloqués, avec des règles d'immigration qui feront que tous les grands joueurs ne pourront pas rester en première ligue. Donc il peut y avoir des effets vraiment disruptifs sur le foot européen liés au Brexit. Ça c'est vraiment une menace. Certitude. Bastien Drue, merci, stratégiste et auteur de plusieurs livres, dont ce dernier, Mercato, l'économie du football au XXIe siècle, aux éditions Bréal.